Gouvernance de sécurité dans le Liptako. Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina, ancien directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, consultant international. L'ami Badié Ima, représentant résident du NDI ici au Mali depuis 2012. Avant ici, je disais, il était au Togo. Chef d'entreprise, Seydou Mamadou Koulibaly. Sira Holding, ça s'appelle, qui nous fait l'amitié aussi d'être là. Nous allons passer aux choses concrètes à Ablassé Ouedraogo. Quel est le médicament, à votre avis, qu'il faut pour régler tous ces problèmes-là dans le Liptako? Je pense que quand on parle de médicaments, voilà, il faut faire le diagnostic. Le diagnostic, on l'a fait. Alors, est-ce qu'on s'est mis d'accord sur quel est le principal problème auquel il faut s'attaquer? Oui, c'est lequel? La gouvernance. La gouvernance globale. Globale. Qui inclut la gouvernance pour le développement, la gouvernance pour la sécurité. Oui. C'est ça. Le leadership politique, tout et tout, oui. OK. Alors, comme je l'ai dit, et nous l'avons tous apprécié dans la première partie donc, de ce panel, le Liptako-Goma est une zone où il faut faire les choses de façon intégrée. Tout simplement parce que les trois pays-là ont beaucoup de choses en commun et on devrait se saisir de cette opportunité-là pour faire ce qu'on appelle l'approche intégrée sur les questions donc à régler. Si je prends la gouvernance de façon globale, vous savez, trois pays, ce n'est pas difficile à réunir. Trois pays, les peuples se connaissent. Trois pays, les similitudes sont énormes. Donc, on pourrait avoir un plan qui englobe donc l'entièreté de la zone, qui prend en compte les faiblesses et les forces de chacun donc, des deux pays qui constituent donc cette zone-là. Et puis, même pour financer, les partenaires comme le Danemark, comme l'Union européenne, comme l'USAID, seront prompts à agir parce que, obligatoirement, les résultats seront au bout du compte. Si on regarde au niveau politique, comme nous n'avons pas beaucoup de ressources, on peut se servir des expériences des uns et des autres dans les trois pays et faire des économies. Tout à l'heure, je parlais des urnes transparentes que le Danemark, à travers le Ghana, nous avait passées. C'était en 1996. Mais si les trois pays se mettaient d'accord et avaient un programme politique bien connu, on peut mutualiser nos moyens et faire des résultats sans que chaque pays n'ait à payer autant. Donc, sur les questions de développement, là, c'est beaucoup plus facile à faire. On a parlé d'agriculture, on a parlé d'élevage, les ressources en eau. Si on se met ensemble et on a des zones d'exploitation, j'allais dire communes, on met les moyens ensemble, on devrait pouvoir faire rapidement des résultats. Tout ça pour dire que c'est possible, mais à condition que les populations y participent. Les populations y participent, c'est aller les interroger, regarder ce dont elles ont vraiment besoin et regarder comment, de façon complémentaire, les trois pays-là qui actionnent donc le plan de développement peuvent travailler ensemble. Et tout deviendra beaucoup plus facile. Encore une fois, la participation de la population est importante, que ce soit pour renforcer les capacités en matière de sécurité, que ce soit pour réaliser les plans de développement, ou bien même pour faciliter les échanges. Moi qui viens de l'OMC, on travaille à ce que le marché soit libéralisé dans tous les pays, parce que ça permet d'augmenter la production, ça permet d'augmenter les revenus par l'écoulement, et quand vous avez des grands ensembles, quand vous avez des grands espaces, tout cela est possible.
Donc concrètement, et c'est la volonté politique qui commande tout ça, si depuis 1970, le Mali, le Niger et le Burkina, qui avaient déjà à cette époque compris la nécessité de travailler ensemble pour que cette zone-là puisse être utile aux trois pays, avaient une politique volontariste de pousser leurs activités dans cette zone-là, on n'en serait pas aujourd'hui. Et je dis avec regret qu'en créant le G5 Sahel, on aurait pu prendre pour base l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma, composée du Niger, du Mali et du Burkina, auquel la Mauritanie et le Tchad viennent s'ajouter. Parce que les problèmes auxquels le G5 Sahel fait face aujourd'hui, ce sont les mêmes problèmes qui sont au Liptako-Gourma. Et la base du G5 Sahel, c'est le Liptako-Gourma. Quand même on parle de l'arrivée des troupes tchadiennes dans cette zone-là, les trois frontières, mais vous imaginez que c'est quoi? C'est de l'argent qu'on verse au Tchad, et le Tchad va venir donc faire la guerre. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Non, il faut dire les choses telles quelles. Il y aura une guerre, il y aura tué des gens. Si cet argent-là, on avait reversé ça aux trois pays-là pour faire du développement, vous ne pensez pas qu'on aurait pu résoudre un tant soit peu la crise à laquelle nous sommes confrontés? Moi, je dis, le dialogue, nous n'avons pas le choix que de passer par là. De toutes les façons, il est démontré à travers l'histoire que tout conflit finit par se régler autour de la table. Donc, pour me résumer, tout est possible dans le Liptako-Gourma. Il faut tout simplement la volonté politique. Et quand on parle de volonté politique, on s'adresse à la gouvernance au sommet. Malheureusement, disons encore les choses par leur nom, ceux qui nous gouvernent sont des égoïstes. Ce qui les intéresse, c'est leur propre jeu, ou la famille, ou le village. Ce n'est pas l'intérêt général qui compte. Et on le comprend aisément, parce que quand vous avez volé l'argent du peuple pour vous maintenir au pouvoir, vous avez peur de quitter parce que vous allez devoir rendre des comptes. Et malheureusement, vous allez regarder, les chefs d'État, là, c'est comme des syndicats. Ah, tu as tes élections, je viens en appui, je te donne tous les moyens. Quand mon tour arrive, tu fais la même chose. Bon, c'est pour cela que je dis, et je dis avec force ici, les Africains subissent la démocratie. Les Africains ne participent pas à la démocratie. Et ça me fait penser, je le répète ici, que Chirac avait raison en disant les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. Bon, nous y sommes. Essayons de tout faire pour renverser les choses, pour devenir participatif et non être dans le statut de quelqu'un qui subit. Je m'arrête. Merci bien. 5 minutes aussi, cher ami Badié Iba, du NDI, sur ça, le médicament. Merci Serge. Je pense que le diagnostic est le très bon diagnostic de la matinée indique déjà, comme je l'ai déjà dit, la direction. Nous avons dit gouvernance et moi j'avais beaucoup insisté sur la faiblesse des institutions démocratiques. Donc si au début se trouve la faiblesse des institutions démocratiques ou de la gouvernance démocratique, à l'arrivée aussi, et bien sûr, il faudra rétablir les bonnes valeurs et les pratiques de bonne gouvernance. Je prends quelques exemples. Et hier, j'ai été attentif au discours du Premier ministre devant le CNT. Il avait dit, entre autres mesures, que le gouvernement va prendre l'audit des moyens mis à la disposition des forces de défense et de sécurité.
Je crois que nous n'avons pas encore interrogé ce qu'il y a, Serge, dans le ventre mou du tout sécuritaire. Dans le ventre mou du tout sécuritaire, je vous donnerai un exemple, celui du Niger, où il y a quelques mois, le ministère de la Défense avait ordonné et demandé un audit du ministère de la Défense. Et je peux vous dire, c'est des milliards qui sont partis ailleurs que sur le terrain, ailleurs que pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Il y a eu des sanctions, puisqu'il y a un rapport. Il y a eu un rapport et ça fait débat. Ça fait débat au Niger. Pourquoi? Parce que les Nigériens s'attendaient à ce que, après le rapport, le dossier continue son chemin devant l'institution judiciaire et à ce jour, ce n'est pas le cas. Ce que le gouvernement avait plutôt dit et annoncé à travers la bouche du ministre porte-parole du gouvernement, mais imaginez et tenez votre souffle pour entendre la suite, que les commerçants ou les opérateurs qui ont été auteurs de surfacturation pour que des milliards aillent en fumée, ceux qui pourront rembourser ne seront pas inquiétés. Voilà ce que, en tout cas, l'ensemble des acteurs... Ça a été dit officiellement? Ça a été dit officiellement parce qu'il l'a dit publiquement à la télé, sur les zones de la télé nationale. Ce que les Nigériens considèrent comme de l'impunité. Et donc, vous constatez que, et il a été révélé que notamment par rapport à certaines attaques, au niveau justement de la région de Tillabéri, nous sommes toujours dans la zone du Liptako-Gourma. Les militaires s'étaient retrouvés face à l'ennemi avec des armements désuets. Ça, c'est du crime. C'est considéré, c'est du crime. Donc, je pense que la bonne gouvernance commence d'abord par là. Et bonne gouvernance, cela veut dire aussi l'inclusion. L'inclusion de qui? L'inclusion notamment des femmes. On constate que dans l'ensemble de ces 3 pays, les femmes ne sont pas au rendez-vous dans la signature des accords de paix. Les femmes ne sont pas au rendez-vous dans les programmes de résilience ou de réconciliation. Et je pense qu'on ne peut pas faire la paix, on ne peut pas faire la résilience sans la frange la plus importante de la population. Et quand je parle des femmes, c'est du genre en général et tous les groupes marginalisés, discriminés par une longue période et de malgouvernance où les services sociaux de base n'ont pas pu être mis à la disposition de ces populations. C'est quelques exemples. Deuxième chose, l'approche. L'approche, elle doit être holistique. Elle doit être holistique. Nous ne sommes pas en train de dire que les populations n'ont pas... Les populations ont surtout besoin, en tout cas, moi, dans le terrain que je connais, ils ont besoin de la présence des forces de défense et de sécurité. Parce qu'on constate, ils ne peuvent pas aller au champ, au-delà du petit périmètre du village. Ils ne peuvent pas produire pendant la saison des pluies. Et donc, ils ont besoin de forces de sécurité pour les sécuriser, pour les rassurer et pour leur permettre, en tout cas, de faire les productions agricoles qui leur permettent et qui permettent la survie pendant les 12 mois de l'année. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Et voilà pourquoi je parle d'approche holistique, en plus de la proximité. Il faut vraiment des forces de sécurité. Parce que vous voyez, c'est pas une guerre, c'est pas la guerre classique, conventionnelle. C'est presque la guérilla. Comment identifier les
le djihadisme, comment identifier à partir du moment où on a dit ce sont des acteurs, c'est endogène à nos communautés, comment distinguer le terroriste, l'acteur de la violence ou ceux qui sont violents des citoyens, d'un citoyen pacifique, normal. Ils s'habillent tous de la même manière. Ils s'habillent tous de la même manière. Et je pense que, et en ce moment, je pense que ce qu'il faut ajouter à l'approche sécuritaire, je vois le déploiement des forces de défense et de sécurité, G5 Sahel, et il y a la MINUSMA, il y a Takuba, comme on dit, il y a Barkhane, etc., etc. Mais au même moment, il faut deux autres choses, deux autres ingrédients. Et pour moi, c'est ça le triptyque. Sécurité et les actions de développement pour rapprocher et pour apporter aux populations ce qui leur a manqué depuis très très longtemps et qui fait que des citoyens issus de ces communautés-là sont enrôlés dans ces groupes armés, les secteurs sociaux de base, accès à l'eau, accès à l'éducation. Et vous savez que c'est des milliers d'écoles qui sont fermées dans les 3 zones. Et ça fait quelques années que des enfants ne vont pas à l'école. Ils sont sortis du système. Et donc, les services sociaux de base, c'est ça que moi je mets dans le développement. Mais l'autre aspect, c'est la démocratie participative. Et encore une fois de plus, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans lui. On ne peut pas faire le bonheur des populations en décidant ou en pilotant par le haut et en ne prenant pas et en n'allant pas vers elles pour prendre ses préoccupations, ses besoins spécifiques. Et encore une fois de plus, comme je l'ai dit, ils connaissent leurs besoins. Ils savent ce dont ils ont besoin. Troisième chose, et peut-être, je pense que c'est la dernière que je voulais donner avant de vous remettre la parole. Et il y a de cela 4 ans, je pense qu'il y a eu des études et une évaluation sur les stratégies Sahel. Serge, il y a déjà 4 ou 5 ans, monsieur le ministre, on avait dit, le décompte a donné pas moins de 13 stratégies Sahel des partenaires. Et je pense qu'il y a le besoin d'une meilleure coordination. En tout cas, le constat a été fait du manque et du déficit de coordination dans les interventions. Il y a pas moins de 13 stratégies Sahel pour le même environnement, pour la même cible. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être efficace quand chacun est défriche dans son champ et ne sait pas ce que l'autre fait. Mais c'est de la force commune. C'est vraiment de la complémentarité, de la synergie, de la cohérence que les forces vont être vraiment une force pour éradiquer le mal. Et donc, coordination, mais aussi et surtout cohérence dans la mesure du possible. Et nous constatons aujourd'hui, et je termine par là, vous avez la MINUSMA qui opère, et la MINUSMA, son terrain, et il n'opère pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Le mandat n'a pas été élargi sur les 2 autres pays. Et vous avez le G5 Sahel, c'est tous les 5 pays du Sahel. Alors, on se pose des questions. Et les armées du G5 Sahel, n'est-ce pas les mêmes que ceux qui sont enrôlés dans les forces de la MINUSMA? Moi, je pense qu'il faut se poser des questions sur la méthode. De la même manière que tous les pays sont contributeurs au niveau des Nations Unies, et si on dit MINUSMA, je pense que les forces de la MINUSMA, l'ensemble des pays des Nations Unies, y compris les pays de la sous-région, pourvoient en force la MINUSMA. Et un bon matin, par une déclaration, je ne sais pas de quel chef d'État, on dit non, constitution une force conjointe G5 Sahel, alors qu'il y a déjà une dynamique qui était en marche. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens. Et quelle est la collaboration entre l'ensemble de ces forces onusiennes ou du Sahel avec les forces spéciales de certains pays, notamment Barkhane? Et pour le cas du Niger, il n'y a pas moins de 7 bases étrangères sur le territoire nigérien.
Et vous savez ce que les Nigériens disent? Comment est-ce que Chinagoder, il y a eu cette attaque? Des dizaines et des dizaines de militaires nigériens meurent. Personne n'a vu, personne n'a entendu. Aucune base. Aucune base. Personne n'a vu, personne n'a entendu. Il se pose vraiment des questions sur l'efficace et des bases installées. Et ça fait beaucoup de critiques contre, bien sûr, l'approche du gouvernement nigérien et dans ce sens. Voilà donc, mais dans l'intervention militaire, je pense que bon, il y a vraiment des problèmes. J'ai remis le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme à Serge, et le fichier numérique existe, tout le monde peut lire. Comment ils interviennent? Comment ils interviennent pour que des citoyens normaux, ordinaires, pacifiques, ils disparaissent? 102 personnes, ils disparaissent dans des communautés voisines. Et de fil en aiguille, on retrouve des charniers. Et voilà pourquoi il faut aussi réinterroger les modes d'intervention des forces internationales qui viennent. Et je pense que le mandat est légitime. Mais le mandat ne sera légitime que s'il est efficace. S'il est efficace sur le terrain. Si l'intervention permet d'offrir un service public ou communautaire de sécurité. Et voilà un peu pour lancer, pour ma part, les discussions sur les étapes suivantes. Que faut-il faire? Le que faire, bien sûr. Merci beaucoup. Seydou Mamadou Koulibaly, que faut-il faire? Vous avez assez critiqué, proposé maintenant. Non, je pense que nous sommes tous d'accord ici que l'épicentre de la crise sécuritaire dans les centres, l'épicentre de cette crise est circonscrit dans une zone délimitée. C'est une zone d'au moins 80 000 km², de plus de 80 000 km², j'allais dire. Et je dis bien 80 000 km². C'est quand même une superficie qu'on peut considérer comme énorme, comme l'épicentre du conflit identifié, l'épicentre de ce conflit identifié dans le centre. Et 80 000 km², c'est une superficie qui dépasse celle du Togo, celle du Burundi, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de la Gambie, et pour ne pas en dire plus. Donc, je pense que ce forum nous interpelle à réfléchir autour de deux questions majeures. La première, pour moi, c'est quels sont les défis sécuritaires qui s'imposent à nous? Et deuxièmement, quelles sont les approches de solutions possibles? Alors, pour revenir au cas du Mali, vous savez, le grand défi sécuritaire et de stabilité du Mali est en partie lié à la situation qui prévaut en Libye. Je pense qu'on l'a dit et je le redis. Et depuis quelques jours, on se rend compte d'ailleurs que sous l'égide des Nations Unies, il y a des initiatives qui ont été prises, notamment l'installation d'un nouvel exécutif en Libye. Il serait composé, ou du moins qu'il est composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un premier ministre. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que je sais que si la situation de la guerre civile en Libye est maîtrisée, ça va avoir un impact positif sur la situation du Mali. Parce que ceci explique cela. Alors, on peut se rendre à l'évidence aussi que la gouvernance sécuritaire dans toute la bande sahélo-sahélienne commande des actions fortes et des actions immédiates. Je veux dire des actions diplomatiques, des actions politiques. Et sous la coordination des mêmes organisations, notamment la CEDEAO, les G5 Sahel, et avec l'implication de nos partenaires qui sont l'Algérie, la France, les États-Unis et l'Union européenne. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour lancer solennellement un appel aux amis et partenaires à favoriser davantage et à favoriser toujours et à favoriser encore les dialogues entre l'État malien et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger. C'est la condition sine qua non pour lutter efficacement contre le terrorisme. Si nous voulons engager
une lutte efficace contre le terrorisme, il faut que nous puissions régler les autres conflits auxquels le Mali est exposé. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est sur 3 théâtres d'opérations. Même s'il y a ces opérations en situation dormante, mais le conflit n'est pas réglé. Il y a un conflit, j'allais dire, séparatiste, un conflit intercommunautaire et un conflit djihadiste. Donc si nous voulons lutter efficacement contre le conflit djihadiste, il faut que nous puissions au moins avancer dans le processus de l'accord de paix pour que ce front uni, le front uni qui va sortir à l'issue de ce processus, que ce front uni puisse s'engager véritablement dans une lutte acharnée contre le terrorisme. Et je pense que le succès de la lutte contre le terrorisme passe nécessairement par la résolution de ce conflit séparatiste au travers de l'application même de l'accord d'Alger. Parce que le Mali ne peut pas opérer efficacement sur 3 théâtres d'opération. Ce que je disais tantôt. Donc voilà un peu ce que je pense. Mais je vais vous livrer également le fond de ma pensée. Franchement, je pense que le problème du Mali, c'est le problème du Burkina. Et c'est également le problème du Niger. Par voie de conséquence, les solutions et les résolutions seront nécessairement tripartites, impliquant le Burkina, le Mali et le Niger. Ceci étant dit, je voudrais vous dire encore une fois que partout où l'on parlera de la sécurité, nous serons présents. Parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Encore une fois, je le dis, la sécurité, c'est la matière première du développement. Et la sécurité, c'est la roche mère du développement. Je vous remercie. Merci bien. Merci bien. Je voulais demander une précision. Les 3 fronts, je n'ai pas bien noté les 3 fronts. Il y a le front séparatiste, le front djihadiste et le front communautaire. Communautaire. D'accord. Je pense que si nous voulons nous attaquer véritablement et résolument pour régler le conflit communautaire, il faut qu'on ait réglé au préalable au moins le conflit séparatiste. Oui. Ce conflit séparatiste, c'est ce conflit qui a fait l'objet de l'accord d'Alger. Et cet accord, on a du mal à l'appliquer aujourd'hui, dans toute sa plénitude. Donc une fois, je pense que les acteurs unis, les acteurs mis ensemble peuvent lutter efficacement pour combattre le conflit terroriste. C'est ce que je pense. Conflit djihadiste, autrement dit. Parfait. Merci. Parfait, c'est clair. 3 interventions claires, comme l'eau de roche. J'aimerais bien vous redonner la parole, si vous voulez. Intervenir, poser des questions, apporter des précisions, contribuer. Je vois la main d'une gentille dame au fond. Je vois plus les dames que les hommes. Moi, c'est un défaut. On va lui donner le micro là-bas à la dame. Madame, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Awa Koulibaly et je suis assistante de programme au Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Je voudrais vous remercier particulièrement à tous qui êtes sur ce panel aujourd'hui. Vos interventions ont permis ensemble d'établir un tableau des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans le Sahel. Et Monsieur Ouédraogo, vous avez touché au point de la participation autour de la table. Donc, ma première question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on s'assure que cette table, elle est inclusive? Comment est-ce qu'on s'assure que les personnes qui sont autour de cette table savent réellement quels sont les besoins des populations? C'est-à-dire, où est-ce qu'il faut même que les personnes qui sont autour de la table sachent c'est quoi les défis auxquels les personnes qui ne sont pas là sont confrontées? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est pour Dr Ima. Vous avez parlé du besoin d'inclusivité, du besoin d'avoir une approche holistique, d'avoir des actions de développement. Et vous avez surtout parlé de démocratie participative, qui est très, très importante, personnellement pour moi, parce que j'en parle tout le temps. Qui parle de démocratie participative parle nécessairement de prendre en compte le besoin spécifique de tout le monde. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de participation des jeunes, des femmes, des vieux. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, on le dit, oui, c'est un peu comme un buzzword. Mais comment est-ce qu'on le fait? Donc c'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci. Une autre question? Bonjour, c'est le professeur Boli.
Et donc, je voudrais donc remercier les panélistes pour leur contribution. Mais par rapport au premier round de table, je n'ai pas pu intervenir, mais je crois qu'il faudrait plutôt accentuer un peu sur le rôle des facteurs exogènes dans la situation de cette zone de Liptako-Gourma, parce que c'est des populations qui étaient là depuis des millénaires et il n'y avait pas eu de problème. Il a fallu que quelque chose y arrive pour que cela devienne des problèmes. Certainement qu'il y a la géopolitique, comme l'a dit l'autre, mais il y a aussi des ressources minières qui sont dans ces zones, qui sont convoitées, qui font l'objet de la participation ou de l'intérêt vraiment des nouveaux colonisateurs qui veulent un peu déstabiliser la zone pour toujours continuer à nous exploiter. Ça, c'est bien connu et je crois que l'entrepreneur je me sentais un peu dans le milieu étudiantin maintenant, je sentais les accords de Bretton Woods et autres, j'ai compris que c'est la nouvelle jeune génération qui est vraiment en train de pouvoir se promouvoir. C'est une bonne chose. Bon, maintenant, par rapport au thème, là, tout de suite, là, je crois qu'il faut remettre ces trois pays dans des zones régionaux. C'est-à-dire que en promouvant, en faisant la promotion de l'approche régionale, on peut plus permettre de régler ce problème. Parce qu'entre le Burkina, le Mali, le Niger, bon, il y a toujours eu des frontières que nous avons héritées de la colonisation, ce n'est pas bien. Et en faisant l'approche régionale telle que la CEDEAO le promet, ça permettrait vraiment à ces pays d'éviter l'esprit national et de permettre vraiment l'intégration des forces et de pouvoir faire vraiment front à ces problèmes. Je crois et en plus, la zone du Sahel aussi n'ayant pas une ouverture vers la mer, donc l'approche CEDEAO est une approche qui permet vraiment de régler le problème de façon globale et de façon générale. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Serge Daniel. Merci aux panélistes et à tous les participants. Je me nomme Boubacar Tera, chargé de programme à DECAF, Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Alors, dans les interventions, nous avons posé avec une certaine acuité la question de l'inclusivité et de la participation. Qui parle de participation parle également donc de la participation des citoyens et des populations. La région de laquelle nous parlons, qui est la région de du Liptako-Gourma, lorsqu'on constate la porosité des frontières, la vasteté de l'espace, et plus en plus, on se pose des questions, comment on peut prendre en compte les besoins des populations, leur participation dans le processus de gouvernance du secteur de la sécurité, à un moment où nous avons des difficultés à pouvoir atteindre ces populations, puisque je parle de ma connaissance de l'appui accordé aux États, aux acteurs, aux ONG et autres en matière de développement, où dans la plupart des cas, on constate que les actions sont plus en plus concentrées sur les centres urbains, sur les capitales régionales, mais nous avons moins d'actions qui touchent les populations dans les zones concernées. Du coup, cela pose, à mon avis, une problématique de l'adéquation entre les besoins des populations et les réponses que nous sommes en train d'apporter. Alors, n'est-il pas nécessaire d'approfondir la réflexion sur comment on peut concilier ces deux aspects dans une approche inclusive, puisqu'il ne faudrait pas qu'il soit, c'est-à-dire qu'on ait des partenaires internationaux qui travaillent sur une stratégie. Badji vient d'évoquer l'existence de plus de 13 stratégies. Donc, on constate que chacun travaille selon des objectifs qui n'est pas forcément en coordination avec d'autres catégories d'acteurs qui visent l'atteinte des mêmes objectifs. Donc, en termes de coordination, il y a encore des difficultés de pouvoir fédérer les synergies en impliquant les populations, puisque quand on prend l'exemple du centre du Mali, la région de Mopti par exemple, même lorsqu'on organise des ateliers, on a du mal à recueillir les points de vue des populations, parce que tout simplement, il ne cesse de le dire d'ailleurs, nous avons peur de parler, puisqu'on ne sait pas qui est qui. Donc du coup, on sait que
l'arme ne peut résoudre tous les problèmes. Tout le monde est unanime là-dessus. Il faut intégrer une approche sociétale, une approche de dialogue qui peut donner ou conférer à chacun son rôle en termes de construction et de contribution. Mais lorsqu'on regarde les différentes forces et que du coup, au sein des populations, il y a vraiment ce fossé entre les décideurs, les acteurs politiques et les communautés à la base. Donc, ma question s'adresse à tous les panélistes et même aux participants de voir quel pourrait être le mécanisme idéal de solution pour pouvoir rendre de cette approche inclusive opérationnelle sur le terrain afin que les réponses apportées soient adéquates aux besoins des populations et des défis. Je vous remercie. Alors, le dernier intervenant a un peu touché du doigt ce que j'allais dire aussi. Les gens ont peur de parler. Et même quand ils parlent, souvent c'est avec beaucoup de réserve. Comme premier témoignage, vous avez des gens qui vous disent ouvertement, avec les hommes de brousse, c'est l'appellation donnée au groupe terroriste, nous avons eu des décisions de justice que l'État n'arrivait pas à prendre depuis 15, 20, 30 années. Des conflits qui étaient là, qui étaient latents entre communautés. Ces personnes-là sont venues en une semaine, les conflits ont été tranchés, tout le monde était satisfait. Pour vous dire à quel point l'État a failli. Tout à l'heure aussi à la pause café, je disais qu'il y a la coordination des légitimités traditionnelles qui disait que l'État, pour eux, l'État ne leur donne pas la reconnaissance qu'ils méritent. Ils disent, nous pouvons être les représentants de l'État dans les localités où l'État n'est pas représenté. Nous avons cherché à entrer en contact avec les autorités pour aller dans ce sens-là. On n'a pas eu de suite. Et finalement, on a été obligé de signer des pactes avec les hommes de brousse. Des pactes qui sont contraignants. Mais pour la stabilité, même si pour eux c'est quelque chose d'éphémère, il fallait aller dans ce sens-là pour préserver des vies, pour pouvoir aller au champ, pour pouvoir manger. C'est pour vous dire à quel point l'État a failli. Ça, c'est quelques témoignages que je voulais faire. Dernier témoignage, c'est le cas d'un monsieur qui dit « Vous nous envoyez tout le temps des experts pour venir recenser nos problèmes. » Mais en réalité, l'argent que vous donnez à ces experts-là, vous me donnez à moi la moitié de ce que vous donnez aux experts. Je n'ai pas de problème, je fais des aménagements avec mon troupeau, je fais des aménagements maraîchers, tout ça, et je vis bien. Je connais mes problèmes, je sais dans quel sens aller, et le fait de le dire aux experts, les experts viennent tout le temps, et après, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, et nous sommes laissés comme ça, pour compte. Ça, c'était les quelques témoignages. Mais au-delà, je ne sais pas si vous le savez, le Mali est classé depuis 2012 parmi les États faillis. Un État failli juridiquement, c'est un État dans lequel l'État n'arrive plus à jouer ses missions régaliennes sur un certain nombre de pourcentages du territoire. Un État juridiquement, c'est une population, un territoire et on va dire un appareil d'État. Donc le Mali fait partie des États faillis, c'est quelque chose de très important. Et moi, quand je vois l'architecture substancio-institutionnelle, sécuritaire, je vois, comme le docteur Ima l'avait signalé, une pléthore d'institutions qui ne servent à rien ou qui jouent le même rôle. Vous avez, par exemple, la haute représentation du chef de l'État pour les régions du centre, vous avez les cadres politiques de gestion des régions du centre, vous avez le programme PECIRC, vous avez les G5 Sahel, etc., etc. Et chaque structure a un agenda qui n'est pas forcément en conformité avec les besoins des populations. C'est des structures budgétivores et les budgets attribués à ces populations-là peuvent valablement servir en termes de développement, d'accès à l'éducation, d'accès à l'eau dans les zones concernées. Et pour terminer, je voudrais quand même poser une question aux palénistes. M. Ouedraogo et M. Koulibaly, pour l'un, c'est un politique confirmé et pour l'autre, je me rends compte aujourd'hui que c'est un politique en devenir. Donc la question c'est,
Que préconisez-vous pour un retour progressif de l'État dans les zones conflictogènes, eu égard à ces contextes particuliers? Et une dernière question pour le docteur Ima. Vous qui êtes acteur de la société civile, est-ce qu'il existe aujourd'hui un mécanisme au sein de cette société civile qui essaie de concilier les différentes propositions faites par la société civile pour aller vers un document qui sera soumis à qui des droits? Merci beaucoup. J'ai bien aimé l'intervention de M. Koulibaly par rapport au dialogue entre l'État malien et les signataires de l'accord d'Alger. Vous avez raison, il va vous trouver du travail. Bon, maintenant, ma question, c'est quoi? Vous savez, quelqu'un a marché sur ma langue. Vous savez que le problème n'est pas seulement que... le problème n'est pas seulement entre les rebelles et l'État. Vous savez que là où on fait beaucoup de mal, c'est plutôt les islamistes. Et moi, je suis vraiment préoccupé pour savoir est-ce qu'il n'est pas nécessaire de dialoguer aussi avec ces islamistes. Comme il vient de le dire, mon frère vient de témoigner. Moi, je viens aussi, je suis d'origine Ségou, mais Massina. Donc, vous savez, je suis du centre aussi en quelque sorte. Chez nous, les gens sont plus d'accord avec ces gens-là plutôt que l'État. Cela a dû tout simplement parce que c'est eux qui les sèment la terreur. Et si souvent il y a des problèmes, c'est eux qui viennent pour trancher. Dans mon village natal, aujourd'hui, les chefs de village de cet environnement travaillent plutôt avec l'esprit de ces gens-là, comme ils appellent les gens de brousse, plutôt que l'État malien, parce que l'État malien n'est même pas représenté. Qui connaît Massina, la zone de Massina, si tu pars à Massina, tu ne peux même pas traverser le fleuve. Tu t'arrêtes là-bas. Et qui encore connaît Massina, si tu veux, tu peux aller vérifier. Tous les eaux et forêts sont cantonnés dans la ville de Massina, à ma dernière information. Donc, comme le problème est connu de tous, en tout cas, à notre niveau là-bas, le problème est connu, ce n'est pas les rebelles, c'est les islamistes, les gens qui se disent islamistes. Donc, si on connaît déjà le problème, je pense que ce problème n'est pas seulement le Mali. Le président Ouedraogo l'a dit, c'est un problème Burkina, Mali, partout. C'est connu de tous. Ce sont les islamistes. Ce n'est même plus les rebelles. Parce qu'on ne peut même pas faire la part des choses. C'est-à-dire, on ne peut même pas faire la différence entre les rebelles et terroristes aujourd'hui. Quelqu'un est terroriste ce matin. Demain, si on dit il y a l'État qui donne 1 million ou bien je ne sais pas, on recrute, il vient. Après demain, si il n'est pas satisfait, il retourne encore. Donc, finalement, le vrai problème, c'est les leaders religieux là, qui sont derrière ces gens-là qui font du mal à la population. Moi, je pense que ce dialogue-là ne doit pas quand même être seulement entre l'État et ces groupes rebelles qui, aujourd'hui, qui sont même membres du gouvernement malien. Il y a certains qui sont membres du gouvernement malien. Mais cela n'a pas été un frein au problème qui continue d'exister. Donc moi, ma question, pour finir, M. Koulibaly, peut-être aux autres, est-ce que ce n'est pas nécessaire d'élargir ce dialogue aux islamistes pour qu'on en finisse une bonne fois? Je vous remercie. Les différentes solutions que vous avez proposées se complètent. Mais j'ai 3 questions. La première est destinée à M. Ouedraogo. Vous avez souvent dit qu'il faut que les Africains subissent la démocratie. Nous subissons la démocratie. C'est ce que j'ai dit, que nous subissons la démocratie. Donc moi, ma question c'est, si nous subissons la démocratie, alors selon vous, quel régime nous conviendrait? Et s'il faut revoir la démocratie, quelle serait la spécificité de cette démocratie qu'on devrait revoir? La deuxième question est destinée à M. Ima. Vous avez dit, concernant les différentes forces militaires étrangères qui sont au Mali et dans le Liptako en général, qu'il faudrait peut-être revoir leurs méthodes. Et voilà. Moi, je me demande si c'est une question de méthode ou une question de volonté réelle de combattre le terrorisme. Parce que depuis 2012, quand même, il n'y a pas eu de changement. Au contraire, les choses ne font que s'empirer. Et nous avons diverses forces militaires étrangères.
qui n'ont pas donné de réels résultats, ou du moins un coup quand c'est positif, quand on fait un pas en avant, on fait 10 pas en arrière, d'où la raison du sentiment anti-français que nous vivons actuellement. Donc est-ce que, comme le monsieur l'a dit, ce sont des forces militaires qui engrangent énormément d'argent et en réalité qui ne donnent pas de résultats? Est-ce que c'est une question de méthode ou de volonté réelle? Et ma dernière question est destinée à monsieur Koulibaly. Concernant le dialogue avec vous avez dit qu'il fallait dialoguer avec les groupes signataires de l'accord d'Alger. Qu'en est-il du dialogue avec les djihadistes, comme l'a dit le monsieur? Parce que je pense que c'est là que se trouve le réel problème. Vous pensez qu'il faut qu'on dialogue avec ces groupes terroristes? Et si oui, si il faut qu'on dialogue avec eux, que faut-il faire de l'avis des partenaires qui, eux, sont catégoriques sur ce dialogue? Merci. Bonjour, je m'appelle Fadima Gologo, je travaille au programme Paix et Stabilisation du Danemark. Ma question est, nous savons déjà qu'il existe une manque de confiance entre les forces de défense et sécurité et la communauté, les communautés dans lesquelles ils interviennent. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être mises en place par le G5 pour s'assurer que les forces qui vont être déployées, les forces tchadiennes qui vont être déployées, seront acceptées dans les communautés dans lesquelles ils vont intervenir? Merci. Donc voilà, on a fait le tour. Une quinzaine de... Non, 10 questions, je crois, et interventions. Je vais rapidement le résumer. Là, ça va permettre de rafraîchir un peu le verre. Il y a Awa Koulibaly qui a pris la parole tout à l'heure. Elle a parlé de table inclusive, comment on peut savoir que la table est inclusive. Elle a parlé de démocratie participative, participation des jeunes, ça c'est très important. Le professeur Boli a fait plutôt une contribution. Il a parlé du rôle des facteurs exogènes, donc de la géopolitique, il fallait insister là-dessus. Il s'est posé la question de savoir si le problème n'est pas aussi lié aux ressources minières qui sont désormais là. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de déstabilisation? Et il a laissé entendre que la CEDEAO peut facilement régler le problème. Et que quelque part le nationalisme c'est la guerre, hein. Et puis après il a eu un trou d'air, voilà, il n'a pas achevé. Et puis on a eu monsieur Boubacar Terra, lui il a parlé de participation, de porosité des frontières, de stratégie, de 13 stratégies, et puis il a parlé de l'approche du dialogue, voilà, question, quel est le mécanisme idéal pour sortir de tout ça? Ça c'est important. Madame Go, c'est ça, parler des forces tchadiennes, c'est très important. Est-ce que ces forces seront acceptées localement? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu une autre question, par exemple, sur qu'est-ce qu'on préconise, que préconisez-vous pour le retour de l'État dans cette zone? Le rôle de la société civile, c'est revenu, le dialogue avec les hommes de la brousse. Les hommes de la brousse, ce sont les djihadistes qu'on appelle comme ça. Madame Awa Chouedou Traoré a parlé tout à l'heure, elle a dit nous subissons la démocratie, vous te reprenant, mais je crois qu'elle avait mal compris, tu vas repréciser cela. Quel est le régime actuel, comment il faut faire, il faut revoir nos méthodes, nos forces, a dit quelqu'un d'autre. Quelle est la méthode, la volonté, le dialogue avec les djihadistes ou pas, c'est revenu. Nafissa a parlé de gouvernance dans l'IPTACO. Voilà quelques questions que j'ai retenues. Donc vous avez la parole pour faire un tour de table. Bon. Beaucoup de bonnes choses ont été dites. Nous allons essayer donc d'apporter ce que nous pouvons apporter. Je voudrais rassurer tout le monde sur le fait que nous ne sommes que des êtres humains vivant en communauté ou en société. Ce qui peut faire fonctionner une société, ce qui peut faire fonctionner une communauté, c'est la confiance qui existe entre les membres de cette société ou les membres de cette communauté. Et quand on parle de participation, c'est quand tout le monde se sent impliqué, tout le monde se sent concerné, tout le monde a confiance
à ce qui est en train d'être mis en œuvre. C'est bien si ceux qui gouvernent se posaient un temps soit peu la question de savoir est-ce que l'action que nous conduisons sur le terrain là intéresse les bénéficiaires? Voilà une première question. Une fois que cette question est posée, les bénéficiaires vont donner leur réponse et c'est ainsi que la confiance, le pont de la confiance va se construire. Donc, tout ce que vous voulez faire de l'inclusion, vous voulez faire de la participation, il vous faut d'abord établir un minimum de confiance. Et quand on parle du Liptako Gourma ou bien de l'intervention des soldats tchadiens dans le Sahel, cela dépendra du comportement des militaires et de l'accueil des bénéficiaires. Encore une fois, se pose le problème de la confiance. Donc, il faut éduquer, il faut expliquer, il faut poser des questions, proposer des réponses, proposer des solutions. C'est comme ça que l'on construit la confiance. Et nous disons que tant qu'il n'y a pas de confiance, c'est le conflit qui est ouvert. Là où il n'y a pas de confiance, on crée la crise. C'est ma compréhension de la situation et cela est possible. Alors, j'ai en main ici, quand on parle justement de la sécurisation du Liptako Gourma, le 24 janvier 2017 à Niamey, les chefs d'État ont décidé d'élargir les domaines d'intervention de l'autorité du développement intégré du Liptako Gourma, l'ALG, à la sécurité. Et ils ont décidé de la création, ça on aime créer, la création d'une force multinationale de sécurisation du Liptako Gourma. Alors, en décidant comme ça, sans être allé évaluer sur le terrain les besoins donc, de sécurisation, pensez-vous qu'on peut réussir quelque chose? Je dis non. Et ça, ce sont des décisions qui ont été prises sans tenir compte de ce qui existe ou de ce qu'ils planifient de faire. Est-ce que quand on parle de sécurisation du Liptako Gourma, les militaires tchadiens qui viennent dans la zone des 3 frontières, sont-ils pris en compte? Voilà des questions qui, sur le terrain, sont des questions pratiques. Maintenant, quand je dis que nous subissons la démocratie, regardez le contexte dans lequel nous vivons. Ici, des chiffres ont été donnés, notamment par Koulibaly, qui indiquent que dans tous nos pays, là, ceux qui participent à l'élection d'un président ne dépassent pas 30%. Se pose le problème de légitimité, le problème de la légalité des votes. Alors, quand on regarde le contexte de vie, les populations sont soumises à la paupérisation, à l'accroissement de la pauvreté. Les populations n'ont pas une capacité de raisonnement, intellectuelle, parce qu'il y a encore beaucoup qui ne sont pas allés à l'école, donc qui ne peuvent pas comprendre les enjeux, ni dans les programmes, ou bien les enjeux politiques des candidats. Le vote n'est pas équitable. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous voulez faire de la politique et avoir des chances de gagner une élection, allez donner l'argent seulement. Allez donner l'argent, distribuer l'argent. Il y a des chances pour vous, même si vous n'avez pas de programme, d'être élu parce que les gens savent que Ima a beaucoup d'argent dans son Doura et distribue. C'est la recherche de la solution immédiate, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas au futur. Vous donnez 5 000 francs à quelqu'un et dit non, écoute, je vais voter pour toi. Alors, on sait que la démocratie se règle par les votes. C'est pour cela que je dis, au jour d'aujourd'hui, compte tenu du contexte de vie locale de nos populations, compte tenu de la pratique de la démocratie chez nous, tout le monde sait qu'on fraude. Quand il y a un code électoral qui a été adopté, personne ne l'applique. Et je vous dis que pour les régions du Sahel, la région du Sahel, ce ne sont pas toutes les populations qui participent au vote. Les autres régions votent pour les régions où il n'y a pas de sécurité.
Donc, au bout du compte, nos populations ne participent pas au jeu démocratique. Nos populations ne sont pas impliquées. On impose la démocratie à partir du sommet. Et quand on vous impose quelque chose, vous subissez. C'est pour cela que je dis que les Africains ne participent pas à la démocratie. Les Africains subissent la démocratie. Voilà ma contribution. Merci bien. Alors, à toi. Il y avait, je crois, spécifiquement 2 ou 3 questions qui t'étaient adressées. Oui. Mais comment s'assurer que la table est inclusive? Bonne question. Il y a 2 manières de rendre effective l'inclusion ou l'inclusivité. Et j'avais déjà dit qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans lui. La meilleure forme par laquelle il faut commencer pour respecter l'inclusivité, c'est qu'il y ait un panéliste femme ou un panéliste représentant les personnes vivant avec handicap. Il va bien parler de sa catégorie sociale. Il n'y a pas mieux que les femmes pour dire leurs besoins ou pour dire et expliquer à quel point ils ne sont pas impliqués dans la formulation des politiques publiques. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, que ceux qui sont sur la table, que le personnel qui est sur la table, donc les ressources humaines ou les compétences, même s'il s'agit d'hommes sur la table, que l'inclusion fasse partie de leurs compétences, de leur expérience. À l'arrivée, ce qu'on veut, madame, c'est que dans la politique qui va être élaborée, qui va être formulée, la politique publique, qu'on voit que c'est écrit noir sur blanc, des rubriques, des composantes, ou en tout cas les préoccupations de toutes les catégories sociales. Voilà l'inclusion, sur la table ou dans les politiques publiques. Maintenant, la question de la participation, oui, ça c'est une bonne question. Je suis un fin observateur de tous les processus. Et d'abord dans mon pays, le Niger, où j'ai été actif pendant près d'une vingtaine d'années au sein de la société civile, parallèlement à mon métier d'enseignant. Ensuite au Togo, aujourd'hui au Mali, et même du Mali, je suis et j'ai la possibilité de suivre aussi ce qui se passe en Guinée et dans tous les autres pays en RDC, parce que bon, le NDI est présent dans l'ensemble de ces pays-là. Je peux évaluer et partager avec vous mon évaluation de ce qu'on appelle participation. Dans la plupart des cas, c'est une participation de non. Et dans ce qu'on appelle la participation ou l'inclusion, assez souvent, j'observe que c'est beaucoup plus de la manipulation, de l'instrumentalisation pour que les idées qu'on a arrêtées ou en haut, par le haut, reviennent. Et j'avais déjà cité un célèbre auteur que j'aime bien, Barbère, Démocratie forte, c'est ça le titre. Et la participation, c'est vraiment, ce n'est pas qu'un mot. Et pour lui, dans les méthodes de participation, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait participer une communauté
que même si dans l'élaboration même de l'agenda de la rencontre, la communauté n'a pas participé à l'élaboration de l'agenda. Parce que l'agenda et les TDR décident des réponses, décident de la conduite même du forum. Et c'est ça il dit, il écrit noir sur blanc. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Et madame, si vous lisez Herbert Marcuse, il y a longtemps, il a théorisé ces méthodes manipulatoires dans l'homme unidimensionnel. Toutes les méthodes de manipulation au sein de la communauté, au sein de la société, où on vous fait souvent dire ce que vous n'avez jamais dit et vous n'avez jamais été présent dans les espaces. Première chose. La deuxième chose. Ah, mais je suis d'accord avec mon ami et frère Boubacar Terra. Et je pense que si vous faites un bon décompte, parce que ce décompte-là, cette évaluation-là a été faite il y a à peu près, et vous avez suivi parce que vous étiez au ANEP en ce moment-là, à peu près 13 stratégies Sahel de l'ensemble des partenaires au développement. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être au-delà de 13. Mais que faire? Il n'y a pas d'autre manière que l'État prenne le lead. Et nous avons déjà dit, les États sont faibles, les États ont failli, et tant que vous n'avez pas le leadership du pays, le leadership de l'État, le leadership du gouvernement, mais chacun va venir, il s'installe dans son champ, l'ensemble de ces stratégies-là, et donc vous n'avez pas une vision commune, vous n'avez pas une vision globale de la politique publique de sécurité, ou le plan d'action qui accompagne la loi de programmation. C'est là qu'on doit demander à l'ensemble des partenaires qui appuient le Mali, qui appuient le Niger, qui appuient le Burkina Faso. Inscrivez-vous dans la dynamique, dans la logique du plan d'action gouvernemental issu de la loi de programmation. Si l'État ne prend pas le lead, mais oui, mais chacun fait ce qu'il veut, et souvent même sans rendre compte. Et souvent, c'est dans l'activité que l'État lui-même, il constate que tel acteur ou tel partenaire est en train de faire telle chose. Alors, mais dernier point, la société civile, cette question m'a été posée. Sur la société civile, j'ai, Serge, et 4 idées claires et distinctes, comme dit Descartes. Alors, je dois vous dire que la société civile n'est pas l'État. Donc, son mandat n'est pas de remplacer l'État. La société civile, ou le leader de la société civile, Diarra est là dans la salle, il n'est pas un commandant des FAMA. La société civile, et mon collègue et ami Diarra, n'est pas un préfet, il n'est pas un gouverneur. Non, son rôle, ce n'est pas, et dans la définition, même si vous suivez l'évolution historique même du contexte de la société civile, à travers les peuples, même au niveau de l'Occident, la société civile n'existe pas pour remplacer l'État. La société civile, son rôle, c'est la veille. Mais comment veiller? Il y a 3 ou 4 choses. La première veille, c'est quand même, et je dois dire, la reddition des comptes. Veille citoyenne, parce que notre sœur de l'Essor l'avait dit, je ne sais pas si c'est elle, où va l'argent pour renforcer les forces de sécurité? Je le dis avec certitude, le gouvernement du Niger ne peut pas le démentir, c'est lui-même qui a commandité un audit. On a constaté que l'argent n'est pas allé pour renforcer les forces de sécurité au Niger. C'est allé ailleurs, dans des surfacturations. OK? Donc vous voyez à quel point nos armées prennent éminemment de risques. Presque les mains vides, ils sont en face de l'ennemi parce que l'argent qui doit renforcer leur capacité logistique sur le terrain, d'opération sur le terrain, l'argent n'est pas investi là. L'argent va dans les mains et dans les sacs des opérateurs économiques. Voilà la triste réalité.
Le rôle donc de la société civile, madame, quand la loi d'orientation, la loi de programmation militaire est adoptée par l'Assemblée nationale, de vérifier dans l'adoption, le budget qui est adopté, soumis au Parlement, adopté par le Parlement, de vérifier quels sont les montants et de suivre la traçabilité et de suivre jusque sur le terrain qu'est-ce qui se fait et d'interpeller les gouvernements, d'interpeller l'État. Voilà, donc, ça c'est un. La société civile, c'est le contrôle citoyen permanent. Et j'ai l'habitude de dire, avec mes collègues de Washington, quand on est dans les discussions, qu'il n'y a pas de dimanche pour la démocratie. La démocratie ne peut pas dormir. Dès que vous dormez, oui, la menace est là, elle profite. Elle n'a pas besoin, la menace n'a pas besoin de plus de 2 minutes. Voilà, la veille citoyenne permanente pour améliorer la gouvernance. Une gouvernance vertueuse, comme l'a dit le président Koulibaly. C'est extrêmement important. Ensuite, mais bien sûr, et toujours en termes de contrôle citoyen, à partir du moment où nous disons que les populations ne sont pas impliquées, il n'y a pas d'inclusion. Aujourd'hui, il y a des réformes politiques institutionnelles en profondeur. Comment est-ce que la société civile peut s'impliquer? La société civile qui est proche du peuple, proche des communautés, issue des communautés, et qui dit que son mandat, c'est de représenter les intérêts et les préoccupations de la communauté. Comment est-ce que vous allez suivre, pas à pas, au quotidien, chaque heure, les réformes de la loi électorale, la réorganisation territoriale, la révision de la Constitution pour vérifier est-ce que les préoccupations dans les réformes, les préoccupations des populations sont prises en compte. Alors, mais oui. Et ensuite, c'est le dernier mot, l'observation électorale, parce que on a mis le doigt ici sur les mauvaises élections. Que la société civile observe, se donne les moyens pour observer les élections, infléchir positivement sur la qualité de l'organisation des élections pour que ceux qui vont être issus du processus électoral soient légitimes, soient représentatifs des populations, parce que le vote n'a pas été détourné, le vote n'a pas été dévoyé. Voilà le rôle de la société civile. La société civile, ce n'est pas pour donner des services sociaux de base. Ce n'est pas son métier. C'est un métier qui échoue à l'État. S'il rentre là-dedans, il fait comme c'est un cabinet ou c'est une société de commerce. Oui, et la société civile, c'est la veille. La société civile, sur toute l'histoire de l'humanité, et souvent on a vu, ses formes sont diverses dans l'histoire, dans l'évolution de l'humanité. On a vu des églises jouer leur rôle. On a vu des partis politiques jouer leur rôle. Quand ils sont dans l'opposition, ils doivent représenter les intérêts, les préoccupations de la population. Et on voit ici assez souvent, certains partis politiques, c'est vraiment la veille des élections que vous voyez beaucoup plus d'activisme, mais pas le contrôle de chaque acte de gestion du gouvernement. À partir du moment où vous allez à une élection, la population ne vous a pas plébiscité. Vous prenez, à partir de ce moment-là, les rangs de l'opposition et vous avez constitutionnellement et légalement une obligation et une responsabilité qui est la suivante. Pendant les 5 années de gestion du gouvernement et faire le contrôle comme la société civile aussi doit le faire. C'est comme ça que vous défendez la démocratie. C'est comme ça que vous défendez les populations et c'est comme ça que vous allez gagner le cœur des populations pour avoir un mandat et le mandat qui vous a échappé aux élections passées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as peut-être besoin d'un peu d'eau. Tu as beaucoup parlé. Et voilà, donc Seydou Mamadou Koulibaly. Il reste des questions de gouvernance dans le Liptako. Faut-il dialoguer avec les djihadistes? Comment? Le tout sécuritaire qui ne fonctionne pas. Et évidemment, les problèmes de corruption. Voilà quelques angles de tir. Très bien. Oui. Bon, je parlais tantôt
de renforcer le dialogue entre l'État malien et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger. C'est ce que je disais tantôt. Et je disais donc que j'appelais solennellement les amis et les partenaires du Mali à travailler dans ce sens, parce que je sais qu'ils y travaillent déjà, mais à renforcer, j'allais dire, ce dialogue entre l'État malien et les partenaires, du moins les groupes armés signataires de l'accord d'Alger. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, il y a 3 conflits quand même dans ce pays. Il y a un conflit séparatiste, même s'il n'y a pas de belligérance sur le terrain, on peut se rendre à l'évidence que des unités combattantes sont quand même stationnées dans le nord du Mali. Or, il se trouve aujourd'hui que l'épicentre des conflits armés au Mali aujourd'hui, c'est le centre du Mali, c'est dans la région des 3 frontières. Donc, ces unités peuvent aider à participer activement à la résolution de ce conflit dans la région des 3 frontières. Mais aujourd'hui, je pense que l'énergie aussi est focalisée sur l'accord d'Alger. Comment appliquer cet accord? Il y a des négociations qui sont en cours. La dernière en date s'est tenue à Kidal, ce qui est une bonne chose, que je salue également. C'est une bonne chose au passage que je salue. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est tous focalisés sur ça. On est focalisés sur l'accord d'Alger, mais en même temps, il y a un conflit qui se déroule au centre avec tout ce que nous avons comme conséquences désastreuses. Donc je pense qu'aujourd'hui, de ces 3 conflits, on peut au moins y régler un, qui est le conflit séparatiste. Et régler le conflit séparatiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut recomposer aussi les unités. C'est-à-dire qu'il faut mettre les forces ensemble, il faut les unifier pour que ces forces puissent véritablement engager une lutte acharnée contre le djihadisme dans le centre du pays ou dans la région des 3 frontières. C'est ce que je disais tantôt. Alors, maintenant, on nous pose la question de savoir est-ce qu'il faut dialoguer avec les groupes armés terroristes. Moi, a priori, oui, il faut dialoguer avec les groupes armés terroristes parce qu'on ne peut pas solutionner ce problème par le seul conflit armé. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut dialoguer avec eux, mais il faut dialoguer avec les groupes terroristes maliens, pas ceux qui sont venus d'ailleurs. Ceux qui sont venus d'ailleurs doivent repartir chez eux. On ne dialogue pas avec eux parce qu'ils ne sont pas chez eux. Mais ceux qui sont maliens et qui ont pris des armes pour des raisons diverses, on ne peut pas ne pas dialoguer avec eux. Et je propose effectivement qu'on dialogue avec eux. Je ne sais pas pourquoi on ne dialoguerait pas d'ailleurs avec eux. Voilà, parce que si on pouvait régler ce problème, on l'aurait réglé depuis de longue date. Alors on est là, le problème s'enlise, et puis il y a des pertes en vie humaine, il y a des déplacés par des centaines de milliers, il y a la sécheresse, je veux dire qu'il y a également la production, toutes les données macroéconomiques du pays aujourd'hui sont au rouge. Donc on ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation, il va falloir en sortir. Et pour en sortir, je pense qu'il faut certainement lutter et continuer de lutter sur le terrain à part des opérations militaires, mais il faut également engager un processus de dialogue avec les groupes armés terroristes. Je le pense aussi. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, on est en train de parler de tout ça. On est en train de parler j'allais dire encore, on est en train de parler de défiance de l'État par les groupes armés terroristes. On a parlé également de défiance de l'État par les communautés, surtout au centre. On parle également de corruption, on parle des défis du développement, les défis de la sécurité, les défis de la gouvernance locale. On parle de tout ça. Mais la réalité, on dit même que l'État a failli, certainement. Mais la question qui se pose, franchement, quand on fait même un sondage au Mali ici aujourd'hui, combien d'entre nous se sentent concernés par, franchement, la situation des conflits armés au Mali? On est très peu nombreux. Les gens ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent pas concernés. Pourquoi? Je vais encore reprendre ce que le ministre Ablassé disait. Il y a un problème de confiance. Lorsque la population n'a pas confiance en ses dirigeants, ça pose un problème. Ils ne se sentent pas concernés. L'État aujourd'hui est considéré comme la propriété de ceux qui ont en charge de l'animer. Les autres ne se sentent pas concernés. Chacun vague à ses préoccupations. Chacun vague à ses affaires. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que c'est une démocratie qui est achetée. Les votes sont achetés. Et ceux qui sont là, on sait très bien comment les ressources publiques de l'État sont détournées. La défiance de l'État, ce n'est pas la défiance seulement des groupes terroristes. Les entreprises défient l'État en longueur de journée ici aussi. Les entreprises. Vous savez combien de l'assiette fiscale au Mali, combien payent? Sur les 100%, il y a moins de 20% qui payent les impôts au Mali. Et c'est avec ça que l'État finance ses politiques. Pourquoi? Les entreprises, même de Bamako ici, rares sont les entreprises qui payent les impôts. Donc cette défiance, les partenaires sociaux défient l'État aussi. Il y a toujours des conflits avec les syndicats.
Donc personne ne se reconnaît dans ces États. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de confiance. Voyez-vous, on ne peut rien bâtir de durable sans confiance. Aujourd'hui, l'État est perçu comme la chose qui appartient à ceux qui ont en charge de la responsabilité de cet État. C'est ça la vérité. Et c'est ce qui nous a amenés là. Sinon, on parle de sécurité, on avait la sécurité. On parle d'école, on avait l'école. On parle de santé, on avait la santé. Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, pour moi, ma conviction encore est que si on n'a pas confiance en l'État, on ne peut pas, j'allais dire, et soutenir cet État dans le combat qui sont divers. Il y a des combats pour les conflits encore intercommunautaires, les conflits djihadistes, les conflits séparés. Personne ne se sent concerné par tous ces conflits-là au Mali. Rares sont ceux qui pensent à ça au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on n'est vraiment pas concerné par ce qui se passe et ce qui est porté véritablement par l'État. Donc, la solution, c'est la gouvernance politique. Parce que si les citoyens ne s'identifient pas en ces dirigeants, si les citoyens ne pensent pas que ces dirigeants ont la capacité de régler les choses, si les dirigeants sont exemplaires, qui sont responsables et qui ont la volonté manifeste, l'engagement politique manifeste pour changer, pour transformer véritablement les choses dans les pays, ça ne peut pas marcher. Donc, et la participation aussi passe par là. Pour participer à quelque chose, il faut être convaincu de cette chose. Si on n'en est pas convaincu, on ne peut pas participer. Donc, franchement, moi, quand je vois qu'on parle dans la recherche de solutions à ces différents conflits, qu'on parle de gouvernance locale, qu'on parle de défis de sécurité, de défis de développement, c'est beau tout ça. Mais le fond de ma pensée, ma conviction profonde, c'est qu'on ne peut rien faire sans volonté politique. Et c'est la volonté politique qui est au-dessus de tout. Il faut qu'on mette l'intérêt général au-dessus de tout. Vous ne pouvez pas comprendre, dans un pays, c'est 15% des contribuables qui payent leurs impôts. Le Mali rate chaque année dans son budget, dans sa recette budgétaire, le Mali rate chaque année près de 2500 milliards. Avec 2500 milliards, on sait investir dans ce pays, on sait faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin de partenaires techniques et financiers pour venir financer encore des forages dans ce pays. Vous ne pensez pas qu'on n'a pas les moyens pour financer les forages ici? On peut les faire. On n'a besoin de personne pour réaliser des forages chez nous. Mais encore faut-il qu'on maîtrise véritablement les leviers de la gouvernance politique et les leviers de la gouvernance économique. Ces deux leviers échappent complètement à l'État. Donc c'est ça la réalité. Donc, franchement, dire qu'on va régler on peut régler les problèmes qu'en s'attaquant d'abord au sommet de l'État. Il faut régler d'abord les problèmes au niveau du sommet de l'État. Ces réformes politiques dont on parle depuis des décennies, les réformes institutionnelles dont on parle depuis des décennies, pourquoi on ne les fait pas? Mais si c'est bien pour le pays, pourquoi on ne les fait pas? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi on ne les fera pas. Dès lors que nous sommes d'accord que c'est des réformes qui sont bien pour le pays, pourquoi on ne les fera pas? Mais pourtant, on en parle depuis des années. Et rien ne se passe. Donc voilà, donc je veux dire que ces questions-là, franchement, quand je vois, je crois qu'on est en train de perdre du temps pour rien dans nos pays, pour parler de développement. Les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'école, l'État n'est pas présent. Mais l'État, il y a quelqu'un quand même à la tête de l'État, il ne faut pas quand même exagérer. Mais il fait quoi? Donc, pour moi, c'est une question de volonté politique. Si nous voulons changer les choses, nous pouvons les changer. Mais encore faut-il que nous puissions mettre une équipe compétente à la tête de l'État et une équipe résolument engagée pour transformer en profondeur ce pays. Si nous sommes engagés dans un projet de cette nature, on peut véritablement changer les choses. Rien ne sert, vous ne pouvez pas dire que vous ne réglez pas les choses au sommet de l'État et que vous descendez à la base pour aller régler les problèmes. Ce n'est pas vrai, ça ne marchera pas. Puisque c'est l'État qui donne l'impulsion. Si l'État ne donne pas l'impulsion, comment voulez-vous que ça marche? C'est quand même curieux, parce qu'on est en train de dire comme si la défiance de l'État, c'est au niveau des seuls groupes armés. Mais les entreprises défient l'État à longueur de journée. Ici, ils ne payent pas d'impôts. Il n'y a rien. Personne n'est inquiété. Et quand on paye des impôts, Dieu seul sait comment ça se passe quelquefois. Donc, on a besoin de régler toutes ces problématiques, d'abord. Donc, c'est notre pays. Et puis, il faut quand même reconnaître que le pays va mal sur tous les plans, certes. Mais le pays, quand même, est doté de personnes compétentes. Il y a des gens très compétents. Donc, si on mobilise les compétences au service de notre pays, on peut fondamentalement changer les choses. Il n'y a pas de raison qu'on ne change pas. Il y a des gens talentueux dans nos pays. Mais est-ce que ce sont ces gens, les personnes talentueuses, qui sont aux responsabilités dans nos pays? Certainement pas. Est-ce que dans nos pays, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Certainement pas. Mais donc, il y a un problème de gouvernance. Si on ne règle pas le problème, mais même une entreprise fonctionne comme ça, une entreprise qui est mal gouvernée, ça ne marche pas. Un pays, c'est une entreprise, ça ne peut pas être autre chose.
il a des revenus, il a des charges, c'est pas plus. Il y a des hommes et des femmes qui composent les entrées. C'est la même chose au niveau pays. Il ne faut pas exagérer. Donc il faut une reddition des comptes, comme le disait mon frère Ivan. On ne peut pas faire autrement. Donc franchement, le vrai problème, on est en train de parler, il y a eu combien de forums dans ces pays, il y a combien de séminaires depuis des années. On parle des choses, mais ça ne bouge pas. Et puis la tendance même est toujours à la dégradation. Mais pourquoi? Donc c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire que franchement, il ne faut pas qu'on se perde en conjoncture. Il faut qu'on se dise la vérité. Le problème de nos pays, c'est un problème de gouvernance. Il ne faut pas aller chercher le problème ailleurs. Gouvernance, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le seul sommet qui fait. Mais si le sommet est engagé par bien faire, il va chercher des hommes et des femmes engagés par bien faire. Et celui qui ne fait pas bien, il doit rendre des comptes et il doit être sanctionné avec la dernière énergie. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais maintenant, si on est dans le pays, tout le monde est consentant. Quand les élections arrivent, les députés se font élire en payant, les maires se font élire en payant. Mais après, quand ils ont investi pour se faire élire, il va falloir aller récupérer ces fonds. Donc ils vont vendre les terrains n'importe comment, ils vont rendre la justice n'importe comment, ils vont rendre les services publics n'importe comment. Mais tout ça, c'est ça le vrai problème du pays. Il n'y a pas autre chose. Donc le problème du pays, ce n'est pas autre chose, c'est la gouvernance politique. Donc si nous voulons changer véritablement les choses, il faut qu'on accepte de changer les hommes et les femmes qui dirigent ce pays-là. C'est ça la vérité. Et qu'on mette des systèmes en place de telle manière que plus jamais ce qui s'est passé ne se repasse plus. C'est tout. Donc, mais vraiment, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il faut déployer, parce qu'on va nous dire, parmi les solutions, il faut déployer l'administration sur le terrain. Il faut faire... On ne peut pas. L'administration ne peut pas aller sur le terrain s'il n'y a pas une volonté au-dessus de tout ça qui milite en cette faveur, qui prône ça et qui est véritablement engagé au service de ça. Vous avez considéré ici, par exemple, la grève des enseignants. C'est resté combien de mois les enseignants sont restés? Moi, je parle fort, hein, donc je peux m'exprimer même sans micro. Les enseignants ont observé des mois de grève ici. Mais allez-y savoir combien ils demandaient. Moi, je ne sais pas si quelqu'un connaît le chiffre ici, en salle. Ce qu'ils demandaient, je suis sûr que ça ne vaut même pas 50 milliards. Mais prenez seulement dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation militaire. Tu prends 3 marchés seulement, on a passé au moins 200 marchés dans le cadre de la gestion de l'autre loi. On prend 2 ou 3 marchés seulement, on peut économiser 50 milliards et avoir le même résultat. Mais pourquoi on doit laisser les enseignants aller à la grève, et observer des mouvements de grève pendant des mois, et puis désorganiser la vie de nos enfants dans ces pays, alors que le pays a les moyens pour payer même ce qu'ils demandent? Ce qu'ils demandent, ça ne valait pas 50 milliards par an. 50 milliards par an, c'est une banalité. Donc c'est ça la vérité. Donc c'est une question de gouvernance. On peut tout dire, on peut dire tout ce qu'on veut. Le vrai problème, c'est la gouvernance. Voilà, parce qu'on ne peut pas occulter cet aspect-là. Et tant qu'on ne regarde pas de très près cet aspect, on ne peut rien faire qui marche dans ces pays. Parce qu'on est en train de tourner, mais on va se rendre compte demain qu'on n'a pas parcouru un chemin, on n'a pas parcouru même un bout du chemin, et que le problème demeure en l'état. C'est ça la vérité. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc voilà, un problème de leadership, c'est clair, un problème de leadership. Il est 14h05, on devait terminer à 14h30, mais Lénine a dit quand vous terminez avant, c'est que tout est bon. Voilà, donc il y a exceptionnellement, je te laisse la parole. Non, 30 secondes. 30, pas plus, 1 minute si tu veux. Non, je voudrais rassurer tout le monde ici. Oui. La société civile n'est pas aussi exemple de reproche. Parce que dans la société civile, vous avez des gens qui se comportent pire que des politiciens. Donc, ne faisons pas de cette catégorie de gens-là le remède à nos problèmes. Et je termine en disant, Koulibaly, félicitations, parce que quand j'ai dit que nous subissions la démocratie, là, c'est parce que ceux qui arrivent aux affaires sont en général, moi je les ai définis au Burkina Faso comme des gens qui sont méchants, médiocres et mesquins. On ne met pas les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Si bien que la gouvernance ne fait que s'appauvrir. Si nous voulons adresser les problèmes de l'Afrique, là, c'est la gouvernance. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut que nous sachions utiliser toutes les compétences en gardant à l'esprit que le dénominateur commun de tous les hommes d'un pays, c'est le pays. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, il y a des journalistes, je sais que vous voulez avoir 2 ou 3 mots des participants. Ce que je vous propose, c'est que certains vont rester ici, d'autres vont aller là-bas,
Et puis, vous allez vous échanger après les participants. On aura 15 minutes, 20 minutes. Et je pense qu'après, il y a un pot ou un déjeuner, je ne sais pas. C'est ça? Je peux me permettre d'annoncer ça. Un repas halal, c'est ça, hein? Voilà. Donc, je vous propose, par exemple, si vous voulez interroger 2 mots à M. Seydou Mamadou Koulibaly, il est ici. Je vais peut-être aller là-bas avec les autres, et puis ensuite, on va s'échanger. Voilà. Donc, à moins que vous voulez dire quelque chose, un mot, M. l'ambassadeur du Danemark, ou... tu t'es pas prévu, Alexis? Oui. Bon, exceptionnellement. Si l'ambassadeur du Danemark veut bien, voilà. Ok. Bon. Justement, je voudrais remercier l'ambassadeur, je voudrais remercier DICAF, je voudrais remercier l'Union européenne à travers son représentant, le représentant de G5 Sahel, de la Commission du secteur de la réforme de la sécurité, de l'ambassade des Pays-Bas, les panélistes également et tous les confrères, sans oublier que certains ont déjà commencé à, disons, on était en direct sur beaucoup de réseaux. Vraiment, merci à tout le monde. Nous sommes heureux de la qualité des discussions. On ne s'attendait pas à moins. Nous espérons avoir l'accompagnement de DICAF pour les prochains débats que nous allons organiser. Comme Serge l'a dit, après les discussions, nous avons prévu des agapes fraternelles avant de se séparer. Merci vraiment à tout le monde.